Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Et c'est la première fois que je parle au niveau de l'AMCAR et je tiens particulièrement à remercier le professeur Cherebi Saïd de m'avoir convié à parler d'une thématique, comme tu l'as dit, Zoubida, qui est à cheval entre plusieurs spécialités. On croit qu'elle n'est pas si fréquente que cela, mais quand on s'intéresse à cette pathologie, on va voir qu'il y a toute une démarche diagnostique et puis des nouveautés sur le plan thérapeutique en matière d'aortite inflammatoire. Alors, ces aortites, bien sûr, comprennent toutes les conditions qui entraînent une inflammation de l'aorte. La particularité de cette entité, c'est la multiplicité des étiologies et c'est notre rôle à nous tous, en tant que cliniciens, de pouvoir intégrer ces présentations cliniques avec des symptômes et des symptômes cliniques qui sont extrêmement variés. Et l'objectif, en fin de compte, c'est de poser le diagnostic le plus précis possible, mais surtout le moment le plus tôt possible pour éviter, bien sûr, les complications que vous connaissez. Alors, pendant très longtemps, on assimilait ces aortites aux vascularites. Et puis, pendant très longtemps également, on a assimilé cela à un gradient nord-sud, où on avait le Horton et les vascularites au nord, et puis le Takahashi au sud. Et actuellement, on le sait. On sait très bien que plus on met des moyens de diagnostic, plus on pose ce diagnostic, et plus on sait que c'est répertorié à l'échelle planétaire. Très peu de data, c'est une entité, bien qu'elle soit importante, peu de data, mais sur le plan épidémiologique, j'ai essayé de ressortir les 3 plus grosses publications qui se sont intéressées à cela, juste pour dire que dans une étude japonaise, c'est 0 à 0,1 pour 100 000 par an, et puis dans une étude européenne et américaine, c'est 3 cas par million d'habitants et par an. Alors, j'ai sorti quand même cette publication qui est allée de l'autre côté, puisque les chirurgiens cardiovasculaires ont également un intérêt dans cette entité. Et quand on voit les pièces chirurgicales, bien regardez, dans 14% des cas, c'est des aortites inflammatoires. Alors, réel challenge, pour clore cette longue introduction, c'est un réel challenge tant sur le plan diagnostique, qui soit positif, différentiel et étiologique. Et puis, nous allons voir à la fin de l'exposé, c'est un challenge thérapeutique. Et cette entité a pu bénéficier des nouvelles thérapeutiques que je verrai, notamment les biothérapies. Et de ce fait, la prise en charge des aortites inflammatoires, c'est une prise en charge multidisciplinaire qui va inclure aussi bien les vasculaires, les chirurgiens cardiothoraciques, les cardiologues, ne pas oublier les spécialistes en maladies infectieuses, puisque le diagnostic différentiel, ce sont les aortites infectieuses, et bien sûr, au carrefour de l'ensemble de ces spécialités, la médecine interne joue un rôle important. Pourquoi ? Parce que les aortites inflammatoires peuvent être l'expression de plusieurs maladies systémiques auto-immunes, que souvent, et c'est ce qui fait en fin de compte cette collaboration, c'est ce qui permet de redresser certains diagnostics, c'est que souvent vous avez des signes extravasculaires qui ne sont pas objectivés par le clinicien, et des fois les aortites inflammatoires peuvent être inaugurales. En gros, si on veut résumer les circonstances de diagnostic, au-delà des signes cliniques dont je n'ai pas le temps de détailler, que vous connaissez tous, c'est l'imagerie qui va aider et qui va permettre de poser le diagnostic. Mais cette imagerie qu'on avait l'habitude, c'est la TDM et l'angio-IRM, c'est surtout la place du PET scan actuellement que nous verrons ensemble, qui fait partie intégrante actuellement de la prise en charge diagnostique et thérapeutique de ces aortites inflammatoires. Cette imagerie va poser le diagnostic de l'atteinte aortique et bien sûr confirmer l'atteinte inflammatoire. Grossièrement, les principales étiologies que nous connaissons tous, c'est la maladie de Horton, la maladie de Takahashi. Mais là aussi, regardez, je vous invite à voir de ce côté, ce sont ces diagnostics qui passent à côté parce que tout simplement, nous n'avons pas examiné correctement nos patients ou parce que tout simplement, nous n'avons pas collaboré correctement, que ce soit le B7 ou les autres maladies. Très rapidement, pour vous dire, les gros vaisseaux, c'est Horton, Takahashi, c'est des choses que vous connaissez au-delà de l'âge, moi supérieur à 50 ans, moins de 40 ans. L'imagerie permet d'évoquer le Horton quand l'épaississement pariétal est supérieur ou égal à 3 mm, avec au niveau du Takahashi ce signe du double anneau sur les temps tardifs. Sur le plan biologique, qu'est-ce qui nous différencie? Autant pour la maladie de Horton, la VS, la CRP et l'IL6 permet très rapidement de corréler cela avec l'activité de la maladie. Vous savez très bien que pour la maladie de Takahashi, il y a une très mauvaise corrélation entre la vitesse de sédimentation et l'activité de la maladie. Et en gros, la pentraxine 3 qui serait corrélée à l'activité de la maladie de Takahashi, elle est corrélée à la CRP et de manière indépendante à l'utilisation des corticoïdes. J'ai sorti cette publication et 2 publications, la même publication qui a commencé en 2015 en médecine et puis le complément de cette publication en 2020,
qui s'est intéressé sur une cohorte, sur une méta-analyse, sur l'intérêt du PET scan dans le management, dans la prise en charge de ces aortites. Et clairement, les études, cette méta-analyse, les différentes études qui intègrent cette méta-analyse montrent clairement que le PET scan au FDG est une méthode adaptée pour la détection, mais également pour l'évaluation de l'activité, aussi bien de la maladie Horton que la maladie Takayasu, mais bien sûr avec une précision plus importante pour le Horton. Et regardez la sensibilité de 90% avec une spécificité de 98%, qui est moindre pour le Takayasu avec une sensibilité et une spécificité de 84%. Nous, en médecine interne, et là c'est une expérience et un cas du service, on a l'habitude d'utiliser le PET dans les syndromes inflammatoires inexpliqués. Et voilà un cas clinique d'un patient qui a une fièvre inexpliquée avec un syndrome inflammatoire inexpliqué, où le bilan immuno est normal, les marqueurs tumoraux, le bilan radiologique est normal, biopsie de l'artère temporale est normale. Et regardez, le PET qui montre bien cette aortite inflammatoire. Et en gros, le PET scan actuellement a tout son intérêt. Dans ces aortites à BAT négatif, ça permet de redresser, de voir l'activité qui est corrélée bien sûr à l'activité de la maladie. L'autre chose également, les nouveautés en matière d'aortite inflammatoire, c'est le traitement en fin de compte où l'on sait actuellement que la chirurgie et l'angioplastie ont un risque de resténose, surtout la phase aiguë, de 15 à 30, voire 70% dans certains cas. Et de là, en fin de compte, le rôle des nouvelles thérapeutiques. Des nouvelles thérapeutiques, au-delà des corticoïdes que nous avons l'habitude d'utiliser, les anti-TNF-alpha ont permis de reculer l'apport des chirurgiens et des endovasculaires, les anti-TNF pour la maladie Takayasu, et puis la première publication de tocilizumab anti-IL-6 dans la maladie Horton en 2016. Et depuis, il y a plusieurs publications qui ont conforté l'intérêt de ce traitement. Le tocilizumab, comme vous le savez, c'est cette fameuse molécule qu'on donne actuellement dans les oracytokiniques au cours de l'infection à Covid-19. On ne peut pas parler d'aortite inflammatoire sans parler de la maladie de B7. Et l'on sait que le B7 vasculaire, c'est une prévalence de 30 à 40% qu'on retrouve également dans les pays du Sud. Et le concept nouveau, c'est ce concept d'angio-B7. Ce concept d'angio-B7 où, au-delà des signes cutanés, l'acné, l'atteinte ophtalmo, les aftes buccaux, etc., regardez dans cet angio-B7, au-delà des thromboses veineuses, des atteintes, des anévrismes de l'artère pulmonaire, regardez, l'aortite inflammatoire fait partie du tableau clinique. Et cette étude de l'équipe de la Pitié-Salpêtrière qui s'est intéressée sur la mortalité au cours de maladie de B7, 817 B7 suivis pendant 7,7 ans, 5% de décès. Et quand on voit ces 5% de décès, on voit que 44% sont liés à un événement vasculaire. Et l'on sait actuellement que ces complications vasculaires sont liées à l'utilisation d'un traitement aussi bien pour les récurrences, la thrombose prothétique et la mortalité, en traitement pré- et post-opératoire éventuellement, d'immunosuppresseurs, que ce soit de la prénisone et des autres immunosuppresseurs, où on voit bien que ça a une incidence sur la survie, avec une survie qui est nettement supérieure par rapport lorsqu'on n'utilise pas ce traitement médical. C'est également valable pour les traitements vasculaires de la maladie de B7, où le fait d'utiliser les immunosuppresseurs et de la prénisone permet bien sûr d'améliorer le pronostic. Une fois que l'on a éliminé ces principales étiologies que l'on connaît, et c'est souvent à ce moment-là que l'interniste va intervenir, ou vous faites appel à l'interniste, et nous, en fin de compte, c'est très simple, c'est toujours l'interrogatoire, l'examen physique, et j'ai mis ici le logo de la Société marocaine de médecine interne, et ça me permet de vous inviter pour le congrès le 23 septembre à Marrakech. Et voilà le bilan standard que l'on fait pour les aortites inflammatoires, au-delà de la NUM, le transaminase, thyroïde, et le bilan inflammatoire. L'électrophorèse, la protéinurie, n'oubliez pas, on est dans un pays où les MST sont importantes, les aortites syphilitiques jouent un rôle important qu'il ne faut pas passer à côté, et puis bien sûr les autres maladies infectieuses. Quand ce bilan est négatif, on se repose, on réinterroge, on réexamine nos patients, et c'est à ce moment-là uniquement que l'on fait les bilans spécialisés, que ce soit l'IDR ou le quantiférant, et ça me permet de vous dire que le quantiférant ne permet pas de poser le diagnostic de tuberculose maladie, mais plutôt d'infection latente, le bilan immuno qui va intervenir, et puis bien sûr une entité qui est nouvelle, dont je vais parler très rapidement, c'est la maladie IgG4, donc le dosage IgG4 fait partie de cette nouveau dosage qui fait partie du bilan que l'on fait. Voilà pour étayer tout ce que je viens de vous dire, un cas clinique que nous avons suivi au service, un patient qui est suivi, que beaucoup de médecins connaissent,
pour une aortite, pour une hypertension artérielle résistante, rebelle aux thérapeutiques, on demande notre avis. Et là, on déshabille le patient, regardez un xantélasma au niveau du cou, au niveau des aisselles, la radio de l'os qui montre bien sûr cette hypertrophie, et puis l'angioscan et le PET scan qui montrent en fin de compte cette inflammation de l'aorte abdominale intrarénale, qui confirme en fin de compte cette aortite inflammatoire. La biopsie de ces xantélasmas permet de poser le diagnostic de maladie d'Erdheim-Chester. Donc vous voyez en fin de compte ces collaborations qui permettent, pourquoi? Parce que le traitement est complètement différent et ne comprend pas uniquement un traitement antihypertenseur, mais bien sûr les autres thérapeutiques, ça a permis bien sûr, le patient est décédé, mais après 15 ans de suivi. L'autre chose également, je vous invite également à voir les oreilles de vos patients et surtout de vos patientes avec un voile éventuellement. Lorsque vous avez une aortite, quand vous avez une douleur oculaire, une épisclérite, une augmentation, une inflammation du cartilage, avec cette encelure nasale, ben c'est un diagnostic facile pour nous, qui est la polychondrite atrophiante, avec comme complication redoutable la sténose trachéale. Alors, je ne peux pas parler des aortites inflammatoires sans parler de la maladie des IgG4, cette maladie qui a été évoquée en tout début en 1961 et actuellement en 2012, c'est une vraie entité qui était complètement méconnue et que nous connaissons actuellement. Grossièrement regardez, c'est une vraie maladie de système où en gros vous avez une hypertrophie de plusieurs organes associée à une hypertension artérielle et quand vous recherchez la cause de cette HTA, vous retrouvez en général une aortite. Et les critères diagnostiques, c'est ce que je viens de vous dire, c'est l'hypertrophie localisée ou diffuse. Le bilan biologique est un examen très simple, le dosage IgG4 sérique, la biopsie qui vous permet de poser le diagnostic. En répétant encore une fois, c'est un diagnostic d'exclusion après avoir éliminé les autres pathologies qui sont mentionnées ici au bas de la diapositive. Alors, pour vraiment faire simple, parce que je n'ai que 15 minutes, pour vous dire que si on doit proposer, et c'est ma dernière diapositive, si on doit proposer un arsenal, une conduite à tenir devant une aortite inflammatoire, ça part toujours de l'anamnèse, des signes cliniques que vous connaissez d'HTA, l'écho-cœur que vous connaissez. Regardez, l'imagerie et le PET qui prend actuellement une place importante dans l'imagerie, donc scanner éventuellement PET scan. Soit vous avez des critères diagnostiques parce que vous avez discuté avec un interniste et vous avez évoqué une maladie de Horton, une autre pathologie, soit dans ce cas-là, vous traitez, mais avant de traiter. Parce que ici, dans la flèche de gauche, vous avez les aortites inflammatoires non infectieuses, puisque le traitement est quasi identique. Mais attention, soyez sûr que vous avez éliminé une aortite infectieuse. Et c'est le gros piège de ce chapitre, surtout dans le contexte marocain. Et l'aortite infectieuse est une vraie entité, notamment la syphilis et les autres étiologies, l'endocardite également. Et puis, le traitement grossièrement des aortites inflammatoires, ce qui a changé, c'est ça a toujours été corticoïde 1 mg, toujours, mais actuellement, on sait mieux doser le traitement. On sait quand est-ce qu'il faut donner des immunosuppresseurs, que ce soit l'Immurel ou le méthotrexate, voire des immunosuppresseurs plus poussants tels que l'endoxan ou le MMF. Et ce qui a changé par rapport aux aortites inflammatoires que l'on traitait des années auparavant, c'est les traitements invasifs qui ont pris un recul en arrière. Pourquoi? Grâce aux agents biologiques que nous avons l'expérience, que nous avons l'habitude d'utiliser dans les rhumatismes inflammatoires en médecine interne depuis 21 ans actuellement. Ça a révolutionné la prise en charge de ces patients avec des résultats spectaculaires chez des patients qui échappent aux thérapeutiques habituelles. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai respecté les 15 minutes strictes. Je vous remercie.